Ouais. Ok, c'est bon. Tout le monde a sa petite idée? Ok. Alors, qui dit A? Les particules vont avoir la forme A. Une ou deux personnes. Qui dit B? Ça va être comme ça. Une ou deux personnes. Qui veut un peu plus de temps pour réfléchir? Ok, on continue parce que enfin, on peut vous dire qui dit C? Quelques-uns. Qui dit D? Il n'y a pas grand monde. Enfin, ok, donc c'est pas tout le monde qui s'est exprimé. Donc, et les résultats, les réponses assez disparates. Donc, je vais réexpliquer comment ça marche. Donc, on a ces trois plasmides là, d'accord. Donc, GAG et Paul. Donc, ça c'est une partie du génome d'un rétrovirus. GAG, ça code pour le gène GAG code pour les antigènes de capsid. Paul, ça code pour des enzymes qui vont se fixer sur l'ARN rétroviral. Donc la transcriptase inverse et l'intégrase et la protéase virale. E1, E2, ce sont les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'hépatite C. C'est ça que ça veut dire. La luciférase, c'est un gène porteur. Et ici, vous avez l'information psi, c'est une séquence d'empaquetage d'ARN viral. Donc, imaginons, on a des promoteurs sur l'ensemble de ces constructions. Donc, toutes ces constructions-là vont exprimer des ARN, une fois transfectées dans des cellules. Laquelle de ces ARN pourra être empaquetée, incorporée dans la particule virale? C'est l'ARN qui porte le signal d'empaquetage, la séquence psi. Okay, donc de ça doit vous orienter. Ok, tout le monde a compris mieux le système? On va revoter. Qui dit A? Qui dit B? Toujours B. Qui dit C? Personne. Qui dit D? Quelques personnes. La bonne réponse est A. Ok, c'est pas B parce que sur B on a les GP120. Il y a GP120, il est nulle part là. Donc ça c'est forcément faux. Et pareil pour C, c'est forcément faux. Donc la réponse est entre A et D. Et la différence, c'est dans A, on a GAG et dans D, on a Pol. Et la flèche est censée indiquer la capside en bleu. Et ça, c'est des antigènes de GAG. Les protéines codées sur GAG qui forment la capside. Ok, donc ça, c'est notre pseudotype. Et on incorpore la glycoprotéine d'enveloppe du virus de l'hépatite C à la surface de cette particule. Parce qu'il n'y a pas d'autres glycoprotéines d'enveloppe qui est exprimée dans ces trois constructions. Donc, ce plasmide-là permet de former la capside et apporte des enzymes nécessaires pour l'infectivité de la particule. Ce plasmide-là code pour la glycoprotéine d'enveloppe et ce plasmide-là code pour l'ARN, enfin le gène qui sera code pour l'ARN qui sera intégré à l'intérieur de la capside. Alors, donc, si on a notre particule A qui doit être infectieuse, si elle infecte des cellules, quel gène sera exprimé? Qui dit A? Qui dit B? Ouais, c'est ça, c'est B. Okay, donc, voilà, donc ça c'est utile parce que on peut détecter l'expression de ce gène très facilement. Donc, on peut détecter des cellules infectées, non infectées très facilement et c'est très sensible. Ok, donc on fabrique ces particules-là et ensuite on va les utiliser dans une expérience pour essayer de trouver quel est le récepteur
du virus de l'hépatite C. Et à cette époque-là, 2003, il n'était pas possible de cultiver le virus de l'hépatite C. Ça n'existait pas. Enfin, non, le virus existait, mais on n'avait pas mis au point un système de culture de ce virus, le système qui permettait la réplication de ce virus en culture cellulaire. Et pourtant, on voulait savoir quels étaient les récepteurs. Alors, donc, cette fois-ci, on a deux types de particules virales. Là avec des GP120, là avec E1, E2. Et on va tester leur infectivité sur une lignée hépatocytaire et une lignée qui exprime le récepteur et le co-récepteur d'entrée pour le VIH. Et donc on a ces résultats-là. Alors, ça et ça représente quelle particule virale? Il faut que je regarde moi-même pour avoir une idée de ce que c'est. Ok, c'est bon? Oui. Ok. Alors, qui dit A? Qui dit B? Quelques-uns. Qui dit C? Majorité. Qui dit D? Personne. Est-ce que c'est C? Oui, c'est C. Oui. Ok, donc le carré clair, c'est le plasmide vide parce que ces particules-là infectent ni les hépatocytes, ni la lignée avec les récepteurs CD4. Le triangle avec la glycoprotéine d'enveloppe du virus de l'hépatite C infecte des hépatocytes. Et le rond, la particule qui intègre la GP120, peut infecter des lymphocytes avec des récepteurs du VIH. Donc, voilà, exactement. Et puis ensuite, dans cette partie de ce papier-là, ils avaient transfecté d'autres molécules dans ces lignées pour identifier un récepteur du virus de l'hépatite C. Ok, donc ça c'était un peu pour voir comment fonctionne la technique d'utilisation de pseudoparticules virales. Donc on va regarder les mécanismes d'attachement et d'entrée de quelques virus enveloppés et puis ensuite quelques virus nus. Le premier exemple pour les virus enveloppés sera le virus de la grippe, qui était probablement le premier virus pour lequel on commençait à comprendre comment ça fonctionnait sur le plan moléculaire. Alors, chez les Orthomyxoviridae, on a trois espèces de virus, le virus de la grippe A et B, le virus de la grippe C et le togotovirus. Donc, les virus de la grippe A, B et C peuvent infecter les êtres humains, des mammifères, et le virus de la grippe A peut aussi infecter des oiseaux. Donc, chez l'humain, c'est que les virus de la grippe A et B qui provoquent des pathologies. Donc, dans le vaccin contre la grippe saisonnière, il me semble que l'on a actuellement 2 souches de grippe A et 2 souches de grippe B, mais on n'a pas de souche de grippe C parce que ces infections sont asymptomatiques. Alors, la particule virale,
c'est un virus enveloppé qui entoure ou qui renferme à l'intérieur un nucléocapside hélicoïdal, ou peut-être plutôt des nucléocapsides hélicoïdales, parce que le génome du virus, c'est un génome segmenté. Donc, à l'intérieur de la particule virale, on retrouve 8 molécules d'ARN brun en moins. Et globalement, chaque molécule d'ARN génomique code pour une protéine virale. Et chacune de ces molécules d'ARN est associée avec la protéine de nucléocapside dans une sorte de forme de bâtonnet. Donc, on a ces nucléocapsides à l'intérieur de la particule, et l'enveloppe est composée de la protéine de matrice en jaune ici, la protéine de matrice majeure en jaune, protéine de matrice mineure qui forme une sorte de petit pore à travers l'enveloppe virale, et à l'extérieur de la particule virale, on a deux glycoprotéines d'enveloppe, l'hémagglutinine, HA, qui est en forme de trimère, et c'est ça qui forme la glycoprotéine d'attachement du virus, et la neuraminidase, qui forme un tétramère, qui est important pour libérer des particules virales. Donc c'est l'hémagglutinine qui est la protéine qui est importante pour l'attachement et l'entrée. Donc l'hémagglutinine, c'est un trimère, et chaque monomère a une forme d'une tête globulaire et une domaine en tige allongée formée de hélice alpha. Donc ces deux protéines, dont l'hémagglutinine mature, sont deux polypeptides distincts, mais lors de l'expression du gène de l'hémagglutinine, initialement, la protéine est exprimée comme une seule protéine, d'accord, qu'on appelle la HA0, et l'HA0 va être clivé par des protéases cellulaires pour donner HA1 et HA2. Je trouve que c'est HA1 qui est N-terminal et HA2 qui est C-terminal. Alors, on a deux domaines de l'hémagglutinine et on a deux fonctions différentes qui sont associées à ces deux domaines. Donc, la tête globulaire comporte le site de fixation sur le récepteur, qui est l'acide sialique, et le domaine HA2 est responsable de la fusion membranaire qui permet l'entrée des particules virales. Et en fait, cette organisation de glycoprotéines d'attachement en trimère avec une tête globulaire et une sorte de tige allongée basée sur les hélices alpha est retrouvée chez de nombreux virus enveloppés. Donc on a le même type de structure pour le VIH1, et d'autres lentivirus. Là, c'est le GP120 qui a la partie globulaire, le GP41 qui a une forme de tige en alpha-hélice. Et c'est pareil aussi pour les coronavirus. Donc pour le SARS, tous les coronavirus, la glycoprotéine enveloppe s'appelle le spike. La tête, c'est le domaine S1, et la tige allongée, c'est le domaine S2. Et en fait, ces tiges peuvent être plus ou moins allongées ou plus ou moins courtes, et la forme des têtes est un petit peu différente. Mais la structure de base de ces glycoprotéines de surface est vraiment très semblable. Alors, pour le virus de la grippe, comment fonctionne l'attachement et l'entrée? Donc, la première étape, c'est la fixation du domaine HA1 sur les acides sialiques à la membrane plasmique de la cellule. Ensuite, la particule virale sera internalisée par l'endocytose. Donc, on a un endolysosome qui contient des particules virales qui restent attachées à la membrane de l'endolysosome. Ensuite,
lors de la maturation de l'endolysosome, le pH va diminuer et c'est cette diminution de pH qui va induire un changement conformationnel dans le domaine HA2 qui va donc provoquer la fusion entre la bicouche lipidique qui forme l'enveloppe virale et la bicouche lipidique de la membrane de l'endolysosome. Donc du coup, au lieu d'avoir une membrane ici et une membrane là, ces deux membranes vont fusionner et du coup, ce qu'il y a à l'intérieur de la particule pourra sortir et rentrer dans le cytosol. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus vraiment de particules virales qui existent, on a juste des nucléocapsides plus des segments génomiques de virus qui rentrent dans la cellule infectée. Alors, ce qui se passe lors de la fusion membranaire, c'est que, bon, initialement, la glycoprotéine ou l'hémaglutine du virus de la grippe, les domaines de fusion sont repliés sur... le domaine de fusion est replié sur lui-même. C'est ce qu'on appelle la conformation pré-fusion. Lorsque le pH diminue, on a une sorte de... Donc c'est comme un ressort qui est compacté. Et lorsque le pH devient acide, ce ressort va tout de suite s'allonger et ça va projeter des peptides de fusion qui sont des peptides hydrophobes qui sont projetés à l'intérieur de la membrane cellulaire. Donc ici, c'est l'enveloppe du virus. Ça va être la membrane de l'endolysosome. Donc on a l'allongement du domaine de fusion, projection des peptides de fusion dans la membrane de l'endolysosome. Ensuite, cette forme allongée va se replier sur lui-même et c'est ça qui va rapprocher physiquement la membrane de l'endolysosome ici à l'enveloppe virale et tout ça dans un contexte où on a la structure membranaire qui est déstabilisée d'une part par les domaines transmembranaires de l'hémagglutinine en bas ici, d'autre part par les peptides de fusion qui sont intégrés dans la membrane ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces deux membranes vont fusionner et à ce moment-là, on a un passage ouvert qui permet au nucléocapside du virus de la grippe de sortir vers la cellule. Donc ça, c'est en version schématique et ça, c'est en version structurale avec encore la forme pré-fusion ici des domaines de fusion, les formes allongées qui projettent les peptides de fusion dans la membrane et puis ensuite une sorte d'effondrement de cette forme allongée. Et lorsqu'on regarde, donc comme je disais, chez de nombreux virus enveloppés, on a la même organisation des glycoprotéines d'enveloppe. Et souvent avec des domaines de fusion qui ont des structures très semblables. Donc on a des trimères formés avec des hélices alpha. Ah, j'ai pas mis de schéma ici, mais c'est vrai. Donc c'est vrai pour le virus de la grippe, c'est là où on a découvert et décrit en premier ce mécanisme. Et pour tous ces virus-là, le mécanisme de fusion membranaire, ça va marcher pareil. Donc l'élément qui va déclencher l'activation des domaines de fusion, ça peut être différent, mais le mécanisme de fusion membranaire lui-même, ça va être la même chose. Donc c'est vrai pour le VIH, c'est vrai pour l'Ebola, le virus Ebola, c'est vrai pour le SARS-CoV-2. Donc on a un mécanisme commun de fusion membranaire chez l'ensemble de ces virus parce que la structure de leur domaine de fusion est semblable. Donc ça c'est vrai pour de nombreux virus, mais ce n'est pas le seul type de domaine de fusion. Donc on connaît 3, et domaine de fusion de type 1, de type 2 et de type 3. Donc le type 1, ce qu'on vient de voir, c'est l'exemple typique, c'est la grippe, aussi le VIH, les coronavirus. La structure est basée sur les hélices alpha et les glycoprotéines de fusion sont en forme de trimère. Lorsqu'on regarde sur la particule virale, ces domaines de fusion sont orientés perpendiculaires à l'enveloppe virale. Donc ça, c'est l'enveloppe virale ici. Les domaines de fusion sont debout sur l'enveloppe.
les domaines de fusion de type 2 que l'on retrouve chez les Flaviviridae, comme le virus de la dengue, sont organisés, eux, en dimères et sont composés de feuillets bêta. Et les domaines de fusion sont aplatis sur la surface de la particule virale. Donc très très différent. Et le type 3, bon, herpès virus, virus de la rage, c'est une sorte de truc intermédiaire avec un mélange de feuillets bêta et de hélice alpha. Mais globalement, l'organisation ressemble plus à ce qu'on voit dans les domaines de fusion de type 1 que ce qu'on voit dans les domaines de type 2. Alors, donc juste pour donner pour visualiser ça, donc on va peut-être. J'espère que le lien va fonctionner là. Oh. Ok. Ah, come back. Ok, je vais essayer de. Ah, ok. Ok, il ne veut pas démarrer le lien. Control click, oui. Ok. Ah, j'aurais dû démarrer ça avant. Oh, you bastard. Ah non, qu'est-ce qui se passe là? Il veut pas le faire. Hein. Attends, mais c'est bizarre, il refuse de les voir YouTube là. Ça m'énerve ça. Ok, finalement c'est ça. Bon, on va devoir passer la pub, je pense. Ok. No, come back. No, stop. Ok, donc là on a notre particule virale avec l'enveloppe ici en gris et puis les spikes en bleu clair. Et à l'intérieur, on a notre génome en ARN qui est enfilé autour du nucléocapside hélicoïdal. Donc là, à la surface de notre cellule, on a deux types de récepteurs. Le récepteur ACE2, que je pense est en mauve là. Donc ça, c'est le premier point d'attachement. Et ensuite, on a le corécepteur TMPRSS2 qui va se fixer par la suite et qui va effectuer un autre clivage peptidique qui va activer les domaines de fusion. Donc ça, c'est en orange, ça c'est TMPRSS2 qui va effectuer un clivage protéolytique ici. Et c'est ça qui va activer les domaines de fusion que l'on voit ici, qui vont se déplier. Donc on a cette structure en trimère d'hélice alpha qui vont se déplier et projeter les peptides de fusion dans la membrane cellulaire ici. Donc on a cette forme vraiment très allongée, c'est le plus long domaine de fusion connu, le domaine de fusion chez les coronavirus. Ensuite, tout le truc va se replier sur lui-même et les deux membranes fusionnent ensemble. C'est ça qui va permettre la livraison de l'ARN viral dans le cytoplasme de la cellule. Ok, merci de Coronavirus Task Force. Ok. Donc je vous invite à regarder la vidéo pour le virus de la dengue chez vous. Vous verrez que c'est un peu différent. Ok, donc pour rentrer dans la cellule ou faire pénétrer son génome dans la cellule,
chaque virus enveloppé doit effectuer cette étape de fusion membranaire. Et c'est le rôle des glycoprotéines de surface. Alors, l'activation des domaines de fusion peut être déclenchée par différents signaux. Donc, soit par la diminution de pH dans l'endolysosome, c'est vrai pour le virus de la grippe, c'est vrai pour le virus de la fièvre jaune ou le virus de la dengue, par exemple, les Flaviviridae. Alors, ça peut être un clivage protéolytique, c'est le cas pour les Coronaviridae. Donc, S1, S2, donc, selon l'espèce de coronavirus, la spike est soit dans une forme entière, et il doit être clivé en S1 et en S2, et en deuxième fois lors de l'entrée du virus. Pour le SARS-CoV-2, le clivage S1, S2 est effectué lors de la sortie des particules virales de la cellule infectée. Donc, il est déjà prêt à être activé, et il faut juste le clivage à cette deuxième site, S2', pour déclencher la fusion. Mais en tous les cas, c'est un clivage protéolytique qui est le signal qui va déclencher la fusion membranaire. Et finalement, le troisième mécanisme, ça peut être l'activation du domaine de fusion peut être déclenchée par une interaction avec un corécepteur. Donc c'est le cas pour le VIH notamment. Donc le récepteur, c'est le CD4. Le corécepteur qui déclenche la fusion membranaire, ce sont des récepteurs de chimiokines, le CCR5 ou le CXCR4. Alors, les corécepteurs, ce que l'on connaît, donc pour le VIH, les récepteurs à chimiokines, qui sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires. Pour le HTLV1, c'est un autre rétrovirus. C'est un récepteur, enfin un transporteur de glucose avec 12 membranes transmembranaires. Pour le virus Ebola, c'est une protéine avec 13 domaines transmembranaires. Donc moi, j'avais l'idée qu'en fait, ça c'est peut-être important pour l'action de la fusion membranaire parce qu'on a beaucoup de domaines transmembranaires en proximité. Mais c'est peut-être faux parce que pour le SARS-CoV-2, le corécepteur, c'est le TMP-RSS2 et c'est une molécule à un seul domaine transmembranaire. Donc néanmoins, on a différents événements qui déclenchent la fusion membranaire. Et une autre chose que l'on peut remarquer qui est en commun avec les glycoprotéines d'enveloppe de différents virus, c'est que ils sont souvent synthétisés initialement sous forme inactive, qui doivent être maturés par un clivage protéolytique par des cellules de l'hôte. Donc pour le virus de la grippe, donc l'hémagglutinine est initialement synthétisée sous forme de HA0 qui doit être clivée par une protéase de type trypsinique cellulaire en HA1 et HA2. Ça c'est important pour le tropisme du virus parce que le récepteur s'est très largement répandu, l'acide sialique, sur tout un tas de cellules dans notre corps, toutes. Mais toutes les cellules ne vont pas exprimer la protéase qui permet de libérer des particules virales infectieuses. Pour le VIH, la glycoprotéine enveloppe est synthétisée d'abord sous forme de GP160, qui est clivée par la furine, donc une protéase ubiquitaire dont la voie de sécrétion de protéines, en GP120 et GP41. C'est pareil pour le SARS-CoV-2, donc il comporte des sites de clivage par la furine qui permettent de cliver la spike en S1 et S2. Et pour le virus de l'hépatite C, on a la capside et les glycoprotéines d'enveloppe E1 et E2 qui sont synthétisées sur le même polypeptide et qui sont clivées par le signal peptidase dans le réticulum endoplasmique. Ok, donc maturation de glycoprotéines d'enveloppe, sinon le virus n'est pas infectieux. Ok, j'ai pas mis des QR codes pour ça. Ok, donc réfléchissez, on va faire ça à main levée.
peut-être plus d'une réponse correcte. Ok, tout le monde a décidé là alors. Qui dit 1, c'est vrai. Quelques-uns. Qui dit 2? Une personne. Qui dit 3? Une personne, deux, ouais, deux ou trois. Qui dit 4? Quelques-uns. Ok, alors, il y a du vrai et du pas vrai là-dedans. 1, c'est pas vrai. Ok? L'interaction entre la glycoprotéine d'attachement et son récepteur, c'est la première étape, mais tout seul, ça suffit pas à ça. Donc il faut d'abord ça, et ensuite un deuxième événement qui va activer les domaines de fusion. C'est ce qu'on a vu sur la diapo avant. Diminution de pH, clivage protéolytique, ou alors interaction avec un co-récepteur. Mais le binding, la fixation sur le récepteur cellulaire, ça suffit pas. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Alors deux, ça c'est une question piège. Attachement à une réaction de forte affinité, c'est faux. Ces interactions, c'est plutôt de relativement faible affinité, mais de forte avidité, parce qu'on a de multiples copies. 3, pour ceux qui avaient choisi ça, bien vu, c'est correct. Parce que la formation de syncytia, c'est quoi? C'est lorsqu'on a deux cellules infectées, une cellule infectée qui va fusionner avec une cellule non infectée juste à côté. Et cet effet se produit lorsque les glycoprotéines d'enveloppe du virus sont exprimées à la surface de la cellule infectée. Et du coup, deux cellules qui se touchent, on va avoir le même phénomène de fusion membranaire, cette fois-ci entre deux cellules. Donc ça, 3, c'est vrai. Et 4, après, ça dépend. C'est ça la réponse à cette question-là. Parce que si on a une particule virale qui est comme ça, avec glycoprotéine d'enveloppe, et un génome, comme le SARS-CoV-2, la fusion membranaire, notre génome quitte la particule virale. Dans ce cas-là, oui, la fusion membranaire s'accompagne de la décapsidation. Mais si on a une particule virale un peu comme ça, comme un herpès virus par exemple, donc on a une enveloppe, et cette fois-ci le génome est comme ça. Si on a la fusion membranaire, c'est toute la capside qui rentre dans la cellule. Mais le génome, c'est toujours à l'intérieur de la capside. Donc on ne peut pas vraiment dire que la décapsidation a eu lieu. Donc la décapsidation, c'est la libération du génome viral dans la cellule. Donc en fait, 4, la réponse est, ça dépend. OK? OK. Donc maintenant, on va regarder l'entrée des virus nus. Et avec deux exemples. Déjà, les picornavirus. Donc, pico pour petit et RNA pour virus ARN. Et les picornaviridae sont représentés par le virus de la poliomyélite et, par exemple, les rhinovirus qui donnent des rhumes. Donc, la particule virale, c'est une capside icosédrique nue et qui va se fixer pour le rhinovirus de groupe majeur. Il va se fixer sur ce récepteur qui est l'ICAM1, qui se fixe sur un site qui est
composé d'une poche où on a une contribution des trois protéines de capside, VP1, VP2 et VP3. Donc c'est un peu à la base du sommet qui est formé par un pentamère de protéines VP1. Donc notre ICAM1 se fixe ici. Et cette fois-ci, la fixation déclenche directement un remaniement structural à l'intérieur de la capside. Et donc on aura la projection de peptides hydrophobes venant de la VP1 et de la VP4 qui normalement est à l'intérieur de la capside. Mais il comprend des domaines hydrophobes qui vont être projetés dans la membrane cellulaire. Et ces peptides venant de VP1 et VP4 forment un pore à travers la membrane et c'est ça qui permet à l'ARN viral de passer directement dans le cytoplasme de la cellule. Donc ça c'est vrai pour les rhinovirus du groupe majeur. Et dans ce cas-là, c'est l'interaction avec le récepteur qui provoque la formation d'un pore qui traverse la membrane. Voilà. Alors, chez d'autres virus, d'autres rhinovirus, il y en a qui utilisent le récepteur OLDL pour l'attachement et l'entrée. Et cette fois-ci, la formation de cette pore à travers la membrane se fait en deux étapes. Donc, initialement, la particule virale sera internalisée par l'endocytose. Et cette fois-ci, comme pour le virus de la grippe, c'est l'acédification qui va provoquer le changement conformationnel qui permet la formation de ce pore à travers la membrane et la sortie de l'ARN viral. Donc, de façon générale, pour les virus à ARN brun plus, leur cycle de réplication a lieu dans le cytoplasme. Et donc, ce que le virus doit faire pour déclencher sa réplication, c'est de livrer son génome dans le cytoplasme. Donc, c'est le cas ici. Donc, à partir de là, le virus, ça peut fonctionner. Mais il y a beaucoup de virus, notamment des virus à ADN, qui se répliquent dans le noyau. Et à ce moment-là, l'objectif pour le virus, c'est de livrer son génome dans le noyau. Et le noyau, ça peut être assez loin du site de fixation du virus à la surface de la cellule. Donc, le processus d'entrée infectieuse est donc un peu plus compliqué. Et alors, un des virus que l'on comprend assez bien, une des familles virales que l'on comprend bien, ce sont les adénoviridae. Donc, virus à ADN double brun avec une capside icosahédrique nue, avec une forme très typique en sorte de satellite, avec une nucléocapside, enfin une capside icosahédrique, et à chaque sommet de l'icosahèdre, on a une sorte, un fibre et une sorte de tête globulaire en trimère. Donc chaque fois que l'on voit ça c'est un adénovirus. Que des adénoviridae qui ont cette structure-là. Alors, pareil, ce sont des virus qui provoquent des rhumes communs et des fois des gastroentérites, mais pas de pathologie majeure. Alors, on a plusieurs étapes dans l'entrée de ce virus dans la cellule et puis son transport vers le noyau. Et on aura différentes protéines virales qui vont intervenir à différents moments. Et ce qui va être important, c'est la tête des protéines de fibres ici, la protéine qu'on dit la pentone ou la pentamère qui est à la base de ces fibres, les hexones qui forment les faces de notre icosahèdre, et aussi la protéine 6 qui se trouve à l'intérieur de la particule, juste en dessous des pentamères ici. Alors, la première étape, c'est la fixation du virus sur son récepteur, le CAR, pour le récepteur des adénovirus et des coxsackie-virus.
Et ça, c'est les domaines de fixation à la tête des fibres. Donc ça va se fixer sur son récepteur. Ensuite, on a une interaction avec les corécepteurs qui sont les intégrines, alpha V, bêta 3 et alpha V, bêta 5. Et les intégrines vont reconnaître les motifs RGD qui sont sur les pentamères ici. Donc ça, fixation sur le récepteur, pentone, fixation sur le corécepteur. Et c'est cette fixation sur les intégrines qui va permettre l'internalisation de la particule virale par endocytose. Alors, il y aura une déstabilisation de la particule virale qui va permettre la protéine 6 ici de perturber la membrane de l'endolysosome et libérer la capside dans le cytosol de la cellule. Alors, ce virus-là, il doit livrer son ADN dans le noyau. Et donc, il va se servir du réseau de microtubules de la cellule avec une fixation de l'exone, les protéines de hexone ici, sur la dynéine. Donc la dynéine qui effectue le transport rétrograde sur le réseau de microtubules. Donc hexone, dynéine, donc du coup le virus il prend le train et il va être libéré à proximité du noyau. Et la dernière étape, c'est l'interaction encore avec les protéines de hexone, avec les protéines du port d'entrée nucléaire. Donc on a une sorte de docking de la particule virale sur les ports d'entrée nucléaire et finalement la particule sera désagrégée à l'entrée du noyau et c'est que l'ADN qui rentre. Okay, donc on a multiples étapes. On a attachement, entrée, échappement de l'endolysosome, utilisation du réseau de microtubules et docking sur le port d'entrée nucléaire. Et différentes protéines virales utilisées à différentes étapes. Alors, l'entrée nucléaire, c'est une étape qui doit être effectuée par tous les virus qui se répliquent dans le noyau et on ne rentre pas juste comme ça dans le noyau. Et donc, on a différents mécanismes qui sont employés. Donc, pour les petits virus à ADN comme les parvoviridae, comme le virus adéno-associé utilisé en thérapie génique, c'est la capside entière qui peut passer à travers les ports d'entrée nucléaire. Donc, la capside en entier rentre et puis ensuite livre son ADN à l'intérieur du noyau. Pour les adénovirus, comme on vient de voir, on a l'attachement de la capside sur le port d'entrée nucléaire et ensuite la capside est démontée et l'ADN rentre dans le noyau. Pour les herpesvirus, on a pareil, le docking de la capside sur le port d'entrée nucléaire et ensuite la capside reste entière à l'extérieur du noyau, mais l'ADN est éjecté, enfin injecté peut-être plutôt, dans le noyau. C'est vraiment comme lorsque le bactériophage T4 se fixe sur une bactérie, il va injecter son ADN dans la bactérie, bah là c'est ce que font les herpesvirus avec l'ADN qui est injecté dans le noyau. Et finalement, c'est une curiosité chez les orthomyxovirus. Donc, le virus de la grippe est un virus à ARN, mais il se réplique dans le noyau. Et donc, les nucléocapsides du virus qui portent l'ARN viral doivent être transportés dans le noyau et ce transport est effectué parce que la protéine des nucléocapsides porte un signal NLS, signal de localisation nucléaire, et donc le virus exploite les importines cellulaires pour faire rentrer les nucléocapsides virales dans le noyau. Et en fait, ils sont suffisamment petits pour passer à travers les ports d'entrée nucléaire. Ok, donc ça c'est la fin du CM2 et voilà, on peut démarrer avec CM3 tout à l'heure. Donc le résumé. Alors attachement et d'entrée, ça commence avec une interaction spécifique
entre une protéine d'entrée virale et un récepteur cellulaire. L'exception sont les virus des plantes, pour lesquels on n'a pas vraiment de récepteur spécifique sur la surface de la cellule de la plante qui sera infectée. Et chez les virus des plantes, l'entrée est effectuée par un vecteur, soit un insecte, soit une moisissure, soit éventuellement les pratiques agricoles qui introduisent le virus directement dans le cytosol de la cellule de la plante. Donc, les virus des plantes, c'est assez exceptionnel sur ce point-là. Ok. Grande différence dans les mécanismes d'entrée entre les virus enveloppés et les virus nus. Pour les virus enveloppés, la fusion membranaire, c'est une étape obligatoire. Tous les virus enveloppés doivent le faire. Et c'est une fonction qui est effectuée par les domaines de fusion des glycoprotéines d'enveloppe. Pour les virus nus, donc à un moment donné, le génome doit quitter la capside virale et on a deux mécanismes. Soit on a la formation d'un pore à travers la capside. Pour les Picornaviridae, comme le rhinovirus, ce pore se forme au sommet de l'icosèdre. Et c'est aussi ce qu'on a vu avec les herpesvirus. Okay, on a un pore qui permet à l'ADN de sortir de la capside. Si ça, c'est pas possible, il faut juste déconstruire la capside au bon moment. C'est ce qu'on a vu pour les adénovirus. Ok, et dernier point, c'est que souvent, la présence des récepteurs et corécepteurs sur une cellule hôte est extrêmement important pour déterminer le tropisme du virus. Donc, s'il manque l'un des deux, la cellule sera non susceptible à l'infection virale. Et donc, selon la présence des corécepteurs et du récepteur, le virus peut rentrer dans la cellule infectée ou pas. Grande exception, c'est le virus de la grippe, parce que son récepteur a une distribution quasi ubiquitaire dans les cellules de notre corps. Or, la plupart des souches du virus de la grippe ne se répliquent pas partout. Et cette fois-ci, c'est parce que c'est l'expression de la protéase qui effectue la maturation de l'hémagglutinine, qui va être restreint sur, par exemple, les cellules épithéliales des voies respiratoires supérieures. Et du coup, le virus va se répliquer efficacement uniquement sur ces sites-là. Dans ce sens-là, quelqu'un a vu les infos sur l'Omicron, sur ça ou pas? Non? Donc, il y a des données qui commencent à sortir qui montrent ou qui suggèrent que l'Omicron, il utilise beaucoup moins le corécepteur TMP-RSS2 que la souche initiale de SARS-CoV-2 ou la souche Delta. Et cela expliquerait pourquoi il se réplique moins bien dans les poumons. Et il semble être lié à la moindre pathogénicité de cette souche virale. Donc, il se réplique mieux dans les voies supérieures, les voies respiratoires supérieures, donc il se transmet plus facilement, mais il est moins dangereux parce qu'il se réplique moins bien dans les poumons. Et ça semble être lié à l'utilisation de différentes voies d'entrée. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant et plutôt positif pour un peu la fin de cette épidémie. Ok, donc ça c'est la fin du CM2, mais je vais enchaîner sur le CM3. Il ne faut pas imaginer que c'est la fin pour nous là. Ok, donc on va essayer de rattraper un petit peu. Si j'arrive. Oula. Ouais, ok. Donc, les deux prochains cours, les 2,5 prochains cours, aujourd'hui et lundi prochain, l'objectif est de comprendre les stratégies de réplication utilisées par les virus une fois que le génome rentre dans la cellule infectée.
Et ce qui va être très important ici, c'est, bon, ok, donc sur notre schéma de cycle de réplication virale, ça va être ces deux étapes-là, l'expression du génome et la réplication du génome. Et les stratégies employées par des virus vont être très différentes selon leur type dans la classification de Baltimore. Alors, sur ce schéma, j'ai résumé donc en chiffres romains, on a les différentes classes de Baltimore sur tous les virus chez des animaux et des plantes connus, chez des virus animaux connus. Et la taille de la police est proportionnelle au nombre de différentes familles virales dans chaque classe. D'accord? Donc on voit qu'en fait, les deux types dominants en termes de génome viral, ce sont les virus avec un génome en ADN double brin et les virus avec un génome en ARN brin plus. Donc ça, c'est la taille de la police et son signification. Bon, rouge, c'est ARN, noir, c'est ADN. Et mes petits schémas ici, représentent la structure des particules virales que l'on retrouve dans cette classe de Baltimore. Donc on peut voir que les virus de la classe 4 ont des structures assez variées. Pareil que les virus de la classe 1, tandis que les virus de la classe 5, ils sont tous des virus enveloppés avec une nucléocapside hélicoïdale. Pareil pour les virus de la type 2 et 3, leurs structures sont tous semblables. 6 et 7 ici, j'ai oublié de mettre les enveloppes d'ailleurs. Donc ça, c'est une petite erreur. Ok, donc tout ça pour indiquer que globalement, les deux classes de bâtiments qui sont le plus représentées sont les virus à ADN double brin et les virus à ARN brin plus. Et ça, c'est très important pour comprendre leur cycle de réplication, parce qu'en gros, on a deux grandes stratégies ici. Donc pour les virus à ADN, globalement, ce sont des virus qui se répliquent dans le noyau, à une ou deux exceptions. Enfin, il y a des exceptions, mais majoritairement dans le noyau, tandis que pour les virus à ARN, pour la plupart, la réplication est cytoplasmique. Pas toujours le cas, comme on a vu avec des virus de la grippe, il y a des virus à ARN qui se répliquent dans le noyau. Mais majoritairement, ça marche comme ça. Et cette distinction est liée un petit peu à la stratégie de base du virus pour répliquer et exprimer son génome. Les virus à ADN double brin, tout leur truc, c'est qu'ils se font passer pour l'ADN cellulaire. Donc, ils doivent aller dans le noyau et ils utilisent des systèmes cellulaires pour se répliquer et pour s'exprimer. Les virus ARN brin plus, ils veulent se passer pour l'ARN messager. Donc, ARN brin plus, il code directement pour une protéine. Et donc, le grand truc pour les virus ARN brin plus, c'est, voilà, ils doivent être pris en charge par les ribosomes cellulaires. Donc, globalement, moi je visualise un peu comme ça. Les virus à ADN, ils essaient de se faire passer pour l'ADN cellulaire. Les virus ARN brin plus, ils se font passer pour les ARN messagers. Oh, come back. Ah, je suis allé dans le mauvais sens. Ok. Donc, on va commencer par les virus à ADN. Et on va voir jusqu'où on peut aller, jusqu'à 9h20. Introduction générale, et ensuite on va regarder les stratégies de réplication d'abord et les stratégies pour contrôler l'expression génique, ou les mécanismes. Alors, on va aller du plus simple vers le plus compliqué. Et l'exemple le plus simple, ce sera les Polyomaviridae. Étudié d'abord avec le virus SV40, virus simien 40, isolé en 1960. Et il a été
étudié principalement parce que c'était un système très très simple pour comprendre les mécanismes de réplication de l'ADN chez la cellule eucaryote. Parce que le génome est très petit, donc c'est un ADN circulaire de seulement 5 kilobases de longueur. Donc c'est beaucoup plus facile d'étudier la réplication d'une molécule comme ça que d'étudier la réplication de tout l'ADN dans le noyau. Donc SP40, beaucoup de nos connaissances sur cette famille virale viennent des études sur le SV40. Mais il existe des polyomavirus humains, notamment le polyomavirus BK et le polyomavirus JC. Donc vous avez probablement jamais entendu parler de ces virus-là. Ils sont très répandus. Il y a beaucoup de monde séropositif pour ces virus. Normalement, on les attrape dès l'enfance. Et chez le sujet sain, bien portant, pas de problème. Mais ils peuvent provoquer des problèmes chez les personnes immunodéprimées. Donc le polyomavirus BK pose un problème chez les receveurs de greffe de rein. Et le polyomavirus JC, c'est un virus qui a un neurotropisme qui peut infecter le cerveau et carrément le détruire chez les personnes avec un système immunitaire cellulaire défaillant. SIDA, stade tardif, ou aussi des personnes sous traitement immunosuppresseur, enfin certains traitements immunosuppresseurs. Ok, donc la capside, c'est une capside icosahédrique nue T égale 7, petit génome ADN double 1. Alors, deuxième exemple, ça va être les adénoviridae. Donc, comme on vient de voir, les adénovirus ont cette capside icosahédrique nue très typique avec des spicules. Donc ça, vous devez être capable de rencontrer ça. Cette partie de la nucléocapside, c'est T égale 25. Donc, on a 5 pas dans la matrice des hexagones pour aller d'un sommet à un autre. Donc H égale 5, K égale 0, donc numéro T égale 25. Et il existe deux sous-familles, les mastadénovirinae qui infectent les mammifères et les aviadénovirinae qui infectent les oiseaux. On a, je sais pas moi, peut-être une bonne cinquantaine de sérotypes, c'est-à-dire de différentes espèces d'adénovirus humains qui sont associés aux rhumes, aux infections respiratoires et aux gastroentérites. Alors, à l'intérieur, c'est un génome en ADN double brin, mais cette fois-ci linéaire, un peu plus grand, un peu plus complexe, 30 à 40 kilobases de longueur. Alors, ces virus sont associés uniquement avec un cycle de réplication lytique. Il n'y a aucun cancer associé à des virus de cette famille-là. Ils sont capables d'infecter toutes les cellules, même des cellules quiescentes qui ne sont pas en cycle de division. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a essayé d'utiliser les adénovirus comme vecteurs de thérapie génique. D'ailleurs, pour revenir sur ce point-là, les polyomaviridae, leur nom vient de polyoma, plusieurs cancers. Et c'est parce que l'autre premier virus dans cette famille, le polyomavirus murin, induit de multiples tumeurs chez, donc l'ASV40 aussi, il va induire de multiples tumeurs chez les rongeurs. Donc les polyomaviridae ont une potentiel cancérigène, ce qui fait qu'ils n'ont jamais été proposés comme un vecteur pour la thérapie génique, par exemple. Ce qui n'est pas le cas pour les adénovirus. Donc on les a développés d'abord comme vecteurs pour la thérapie génique. L'inconvénient principal, c'est qu'ils sont extrêmement immunogènes. Donc du coup, le transgène est souvent rejeté. Mais cet inconvénient a été un petit peu tourné en avantage pour développer des adénovirus comme vecteurs de vaccins.
Donc le vaccin de AstraZeneca est basé sur les adénovirus recombinants. Pareil pour les vaccins Sputnik développés en Russie ou le vaccin de Janssen. Tous les trois types sont basés sur les adénovirus recombinants. Alors, pour aller vers des virus un peu plus complexes, on a des herpes viridae qui sont divisés en 3 sous-familles, les alpha, bêta et gamma herpes virinae. Tous ces virus sont des virus avec une capside icosédrique avec une enveloppe autour. Donc, si vous regardez des images un peu anciennes, on a un peu ce type de truc avec la nucléocapside à l'intérieur, une sorte de et l'enveloppe qui flotte autour. Ça, c'est probablement un artefact de la préparation des échantillons pour la microscopie électronique à transmission. Donc, il faut mettre l'échantillon sur la grille et puis évaporer tout sous vide et ensuite prendre la photo après une coloration négative. Donc, c'est un processus assez stringente pour des biomolécules. Donc, je pense que ici, ce qu'on a fait, c'est lors de la préparation de l'échantillon, on a un petit peu éclaté la particule virale. Donc ici, c'est une image en microscopie électronique, en cryomicroscopie électronique, là où la particule virale reste en phase liquide, et ça, c'est plutôt sa vraie forme. Ok, sphérique, assez relativement compact par rapport à ça. Ok, donc les herpès virus, les alpha, bêta et gamma herpès virus, leur spécialité, c'est d'instaurer des infections latentes. Donc peut-être le grand classique, c'est HSV, les virus herpès simplex 1 et 2. Ils ont la capacité de rester latents dans les neurones. Donc on a une infection primaire qui va donner des lésions cutanées. Mais et ces lésions vont se résorber. Pour l'herpès simplex, la HSV1, c'est autour de la bouche. HSV2, ce sont les lésions génitales. Donc ces lésions vont disparaître et d'apparence, on a éliminé le virus, mais en fait, il peut instaurer une infection latente dans les corps des neurones qui innervent ce site. Donc en fait, lors d'une infection à HSV1, on aura une infection active dans les cellules épithéliales et une infection latente dans les neurones des ganglions trigéminaux et faciales qui vont innerver cette partie-là du visage. Et ensuite, plusieurs fois après, avec le stress, avec une fièvre provoquée par une autre infection virale ou une insolation, on peut avoir une réactivation de la réplication active et les lésions vont réapparaître. Donc ça, c'est typiquement une infection à long terme latente. On a la même chose avec la varicelle, que probablement tout le monde a eu dans cette salle à l'école, en primaire. Donc on guérit très très bien, on élimine l'infection, mais en fait, le virus reste latent, je ne sais pas dans quelle cellule d'ailleurs, et il peut provoquer des années après une zona, ou des décennies après. Donc votre grand-mère qui a un zona à l'âge de 75 ans, c'est le même virus qu'il avait infecté 70 ans avant à l'école primaire, qui est resté sous forme latente pendant toute sa vie. Alors, quelques-uns de ces herpès virus, les gamma herpès virinae, sont associés au cancer humain. Donc le virus Epstein-Barr, c'est lié au lymphome de Hodgkin et aussi d'autres types de lymphome B. Donc les gamma herpès virinae ont un potentiel carcinogène. Alors, dernier exemple pour les virus à ADN, on a les Baculoviridae que vous allez utiliser en TP. Donc ce sont des virus qui infectent des insectes et on a 2 genres au sein de la famille de Baculoviridae, les granulovirus et les nucléopolyhedrovirus. Et on va utiliser en TP le ACNPV
Autographa californica nucléopolyhedrovirus. Et donc, ces virus à ADN ont la particularité de former ce qu'on appelle de donner un ECP très typique, qui est la formation de ce qu'on appelle des corps d'occlusion intranucléaire, que l'on peut voir en microscopie optique. Et lorsqu'on les regarde en microscopie électronique, ce que l'on voit, c'est que chacune de ces granules-là est composée de multiples particules virales encastrées dans une matrice de protéines formée, la protéine qu'on appelle la polyédrine. Alors, ce sont des particules virales, non, les particules virales libérées, oui, la protéine. Donc ici, on a deux choses. On a des particules virales et autour, qui fait le blob là, ça c'est une protéine, la polyédrine. Parce que ça fait des polyèdres que l'on peut voir en microscopie optique. Alors, les particules virales libres dans le surnageant des cellules infectées ont une forme en forme de bâtonnet. Donc, c'est une nucléocapside hélicoïdale, mais enveloppée. Et la nucléocapside enferme un génome en ADN circulaire assez conséquent, 80 à 180 kilobases de longueur. Donc, un génome assez long. Ah, c'est pas le dernier exemple, j'ai oublié. Ok, cette fois-ci, c'est le vrai dernier exemple. Ce sont les virus à ADN simple brun, les Parvoviridae. Ce sont les tout petits virus avec un génome en ADN linéaire 5 kilobases de longueur, une toute petite particule virale icosahédrique non enveloppée T égale 1. Le diamètre ici, c'est à peu près 17-18 nanomètres. Et on les a découverts comme étant les premiers découverts étaient les virus dépendants de l'adénovirus. Donc les virus adéno-associés, les AAV. Donc, dans certaines préparations de adénovirus, on pouvait identifier des particules d'adénovirus comme ceci, associées à des particules, les capsules plus petites. Ça, c'est l'AAV, un parvovirus, et ça, c'est l'adénovirus, ici. D'accord? Alors, souvent, donc, on va ignorer les Densovirinae pour l'instant, mais pour les Parvovirinae qui peuvent nous infecter, nous, la plupart ne peuvent pas se répliquer de façon autonome. Ils sont dépendants d'une co-infection par notre virus, soit un adénovirus, soit un virus herpès. Et on verra pourquoi. Parce qu'en fait, dans le génome ici, on a très très peu de capacité de codage et il n'y a pas suffisamment d'informations pour pousser la cellule hôte à répliquer l'ADN du virus. Ok, donc ça c'est notre introduction. Je vais garder ça pour la prochaine fois. Ok, donc on a 10 minutes et j'aimerais juste aborder les stratégies de base employées par différents virus à ADN. Donc, de façon générale, ce qui se passe, c'est que au début de l'infection virale, le génome viral en ADN double brun sera livré dans la cellule et dans la majorité des cas, dans le noyau de la cellule infectée. Donc, à partir de là, le virus doit faire deux choses. Il doit produire des ARN messagers qui vont permettre d'exprimer des protéines virales. Et il doit répliquer son génome en ADN double brun. Donc, pour cela, pour la réplication, le virus a besoin d'enzymes, une polymérase à ADN, mais aussi tous les autres trucs qui vont autour. Une hélicase, différentes protéines. Elle a aussi besoin de désoxynucléotides triphosphate. Et en fait, dans les cellules quiescentes, qui ne sont pas en train de répliquer leur ADN, le stock de DNTP est relativement faible. Il y a tout juste assez pour faire un petit peu de réparation ici et là. Donc, si un virus veut se répliquer son ADN et faire des milliers de copies, il a besoin de DNTP. Et aussi, c'est pas la peine de répliquer tout l'ADN cellulaire.
et de démarrer une réplication d'ADN à tous azimuts, il faut que la polymérase à ADN soit ciblée sur l'ADN viral. Parce que imaginez, vous avez un génome de 100 kilobases de longueur ou 50 kilobases de longueur. Ça rentre dans le noyau d'une cellule qui a 3 milliards de paires de bases de longueur fois 2 dans une cellule diploïde. Donc si c'est aléatoire, l'ADN viral ne sera jamais répliqué. Donc il faut qu'il y ait un truc qui va cibler la réplication sur l'ADN viral. Okay, pour l'expression du génome, on a besoin d'un ARN polymérase et aussi des facteurs de transcription pour le démarrer, la transcription, et aussi toutes les enzymes nécessaires pour la maturation des ARN messagers. Alors, donc, ça, ce sont des fonctions essentielles. Alors, donc on va voir cet arbre décisionnel, comment font les différentes familles de virus à ADN pour effectuer ces deux étapes essentielles, réplication et expression du génome. Donc le premier choix pour vous en type de virus ADN, est-ce que je vais répliquer dans le noyau ou est-ce que je vais essayer de tout faire pour moi-même dans le cytoplasme? Donc si je décide, non, je ne vais pas dans le noyau, je vais rester dans le cytoplasme, je suis très bien comme ça. Mais dans ce cas-là, il va falloir que toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN, pour la transcription de l'ADN en ARN, pour la production d'ARN messager, il faut que le virus porte tout ça dans son génome. Parce qu'il n'a pas accès aux systèmes cellulaires qui sont dans le noyau. Et donc, du coup, il faut que le génome soit très grand pour coder pour toutes ces différentes enzymes. Donc, ce sont les virus ADN les plus grands, les plus complexes qui se répliquent dans le cytoplasme. Les poxvirus et tous ces virus géants comme le mimivirus ou le pandéravirus. Alors, sinon, donc ce sont des virus plutôt exceptionnels qui se répliquent dans le cytoplasme, virus ADN dans le cytoplasme. Alors, sinon, je dis oui, allez, on y va dans le noyau. La prochaine question, c'est est-ce que la cellule infectée est rentrée dans le cycle cellulaire? Si la réponse est oui, ça veut dire que la cellule est déjà en train de répliquer son propre ADN. Donc l'ADN polymérase cellulaire, les DNTP et tout ça, c'est disponible. Et dans ce cas-là, le virus a besoin de faire rien. Il a juste besoin de cibler un petit peu les enzymes de l'hôte vers son propre ADN. Ça, c'est le minimum. Et du coup, ce sont les virus les plus petits, les Parvoviridae, qui font ça. C'est-à-dire, le parvovirus B19, c'est le seul parvovirus qui se réplique de façon autonome dans la cellule hôte. Et il peut le faire parce qu'il infecte des érythros ou je ne sais pas si c'est des érythroblastes ou les précurseurs de la lignée, en tout cas les cellules souches hématopoïétiques qui sont en train de se diviser. Donc, du coup, le virus n'a pas besoin de faire grand-chose pour appliquer son propre ADN ou pour l'exprimer. Tout est présent et actif dans la cellule hôte. Mais ça, c'est une situation plutôt exceptionnelle. Alors, non, dans la plupart des cellules infectées, il s'agira de cellules quiescentes qui ne sont pas en train de se diviser activement. Donc, les enzymes de l'hôte sont disponibles, c'est-à-dire quelque part dans le génome, mais ils ne sont pas activement exprimés. Mais dans ce cas-là, on a deux choix pour les virus ADN. Donc, soit ils vont induire le cycle cellulaire, et comme ça, on active tout le mécanisme de réplication de l'ADN, et ensuite, le virus va pirater ces mécanismes. Donc, j'aurais dû dire la partie oui d'abord. Ok, oui. Donc, on va induire le cycle cellulaire. Et dans ce cas-là, ça, c'est des virus ADN, mais plutôt avec des génomes petits. Donc, dans leur génome, ils vont avoir les protéines de capsides et aussi des gènes viraux qui vont induire le cycle cellulaire de la cellule hôte. Et c'est comme ça qu'ils vont obtenir tout ce qu'il faut pour répliquer l'ADN. Donc, si le virus ADN n'induit pas le cycle cellulaire, dans ce cas-là,
il faut apporter dans le génome viral des enzymes qui sont nécessaires pour la réplication de l'ADN. Mais ils n'auront pas besoin d'apporter des gènes impliqués dans la transcription de l'ARN et la maturation des ARN messagers. Parce que ça, c'est présent dans le noyau de la cellule hôte. Donc, ça, c'est un peu la stratégie employée par les herpesvirus et les baculovirus. Ils infectent la cellule. Ils n'ont pas besoin d'induire la cellule infectée en cycle cellulaire parce que leur génome est suffisamment grand pour coder une polymérase à ADN, une hélicase, une primase et éventuellement les enzymes qui fabriquent des désoxynucléotides triphosphates à partir de nucléotides triphosphates. Donc voilà, donc les plus gros génomes sont totalement autonomes. Pour les virus ADN, ils peuvent se répliquer dans le cytoplasme. Ensuite, deuxième plus grand, ils se répliquent dans le noyau, mais ils s'assurent leur propre réplication de l'ADN. Ensuite, pour les petits génomes, ils arrivent à se répliquer de façon autonome, mais en induisant le cycle cellulaire de la cellule infectée. Et les petits derniers, les Parvoviridae, peuvent se répliquer de façon autonome uniquement chez les cellules qui se divisent activement.